Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Choseville à l'antenne. Je n'ose pas dire ravi parce que les circonstances ne s'y prêtent guère. En tout cas, je suis content de vous retrouver comme chaque semaine pour Panorama Info. Les journées des 14, 15 et 16 février derniers resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Dans ma dernière émission, celle du jeudi 13 février, je mettais en garde contre l'avance des troupes rwandaises et de celle de leurs supplétifs du M23 en direction du sud depuis Goma. J'exprimais mes craintes quant à une éventuelle poursuite de cette offensive jusqu'à Bukavu. J'avais d'ailleurs relayé l'inquiétude d'un habitant de cette ville. Mais, en mon fort intérieur, même si je ne l'avais pas exprimé ouvertement durant cette émission, je continuais, envers et contre tout, à espérer que les forces armées de la République démocratique du Congo finissent par se ressaisir et qu'elles parviennent à stopper net l'avancée des envahisseurs. Or, non seulement il n'en a rien été, mais, pire, cette avancée s'est poursuivie jusqu'à Bukavu, et ce, beaucoup plus rapidement que ce que j'avais envisagé, même dans mes pires cauchemars. Et cela, dès le lendemain de la diffusion de ma dernière émission. Comme vous le savez, j'ai encore de nombreux amis et connaissances dans cette ville de Bukavu, une ville où j'ai vécu et travaillé en 2005-2006 et où je suis retourné plusieurs fois. C'est pour cela que j'ai dit au début de mon propos que ces 3 journées fatidiques entre les 15 et 16 février resteront à jamais gravées dans ma mémoire, car j'ai été tenu au courant heure par heure, pour ne pas dire minute par minute, de l'évolution de la situation sur le terrain. Mes amis de Bukavu m'ont littéralement bombardé de photos et vidéos qui, toutes, montraient l'avancée des envahisseurs ou le manque de motivation et même la désertion des militaires gouvernementaux face à l'ennemi. Durant ces 3 sinistres journées, je me suis empressé, chaque fois, de mettre en ligne ces vidéos, toujours très courtes, sur ma chaîne YouTube Hervé TV. En agissant ainsi, je nourrissais le fol espoir d'alerter à mon modeste niveau l'opinion internationale et peut-être de provoquer une réaction. Oui, je l'avoue, en partageant ces vidéos et ces photos sur les réseaux sociaux, je tentais d'aider, comme je le pouvais, mes amis de Bukavu. Les seules vidéos que je me suis refusé à partager étaient celles où l'on voyait des soldats gouvernementaux tenir des propos défaitistes et abandonner le combat pour rentrer chez eux. Je me suis aussi abstenu de mettre en ligne une vidéo montrant un enfant soldat paradant avec une Kalachnikov presque plus grande que lui. Par contre, je n'ai pas hésité à diffuser des images de soldats rwandais ou de leurs affiliés du M23 entrant dans telle ou telle localité congolaise. C'est ainsi que j'ai passé ces 3 journées, assistant, impuissant, à l'avancée inexorable de ces hommes en armes vers Bukavu. Le vendredi 14, j'ai commencé à recevoir des images montrant l'entrée du M23 dans la localité de Katana, à environ 70 km de Bukavu. Quelques heures plus tard, la même chose se produisait à Kavumu, à moins de 40 km de Bukavu. Kavumu n'est pas n'importe quelle localité, je la connais bien. C'est là que se trouve l'aéroport de Bukavu. Il s'agissait donc d'un endroit hautement stratégique. La perte de Kavumu devait signifier que Bukavu serait désormais coupé de toute possibilité de secours aérien. Et c'est ce qui se produisit. Sur les images reçues,
je pus voir les vainqueurs déambulant fièrement dans les bâtiments de l'aérogare ou sur la piste de l'aéroport, en toute impunité. En fait, je constatais qu'ils étaient entrés à Katana sans avoir à combattre et que la prise de Kavumu s'était réduite à un bref échange de coups de feu. Désormais, j'avais acquis la certitude que ce groupe armé et l'armée rwandaise allaient entrer à Bukavu avant la fin de la journée. C'est en effet ce qui se produisit. En début de soirée, je reçus des vidéos montrant des files d'hommes armés pénétrant dans les abords de la ville, toujours sans rencontrer la moindre résistance. J'eus beaucoup de difficultés à m'endormir ce soir-là. Le lendemain, le samedi 15, je reçus de nombreuses vidéos montrant des scènes de pillage. Pillage de l'entrepôt du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, d'abord. Sur ces images, on pouvait voir des centaines d'hommes et de femmes, des civils, quittant les lieux avec ce qui semblait être des sacs de céréales ou de légumineuses sur la tête. J'assistais aussi au pillage de la grande brasserie. Là, les gens rentraient chez eux en portant des casiers de bière. Je vis aussi le grand marché de Kadutu être la proie des flammes. Autant de scènes de désolation prouvant que le chaos régnait dans la ville. Le pire fut atteint avec cette vidéo montrant des enfants et des adolescents tirant en l'air avec des kalachnikovs ou même des fusils mitrailleurs. Le soir, en allant me coucher, je tombais sur des vidéos triomphalistes postées par des Congolais sur YouTube, des Congolais qui n'étaient pas à Bukavu bien sûr, proclamant que les forces armées de la République démocratique du Congo avaient mené une contre-offensive victorieuse et que les envahisseurs avaient été chassés de Bukavu et même que les jours de Kagame étaient comptés. Une vidéo tournée la nuit montrait même des soldats gouvernementaux, place de l'Indépendance, la grande place de Bukavu. Je me gardais bien de partager ces vidéos, tant j'avais des doutes, malheureusement, au sujet de cette prétendue victoire. La journée du dimanche 16 allait confirmer mes craintes. Non seulement cette victoire était complètement imaginaire, mais en plus, le gros des forces rwandaises et du M23 avaient fait leur entrée dans la ville tôt le matin. Sur certaines vidéos, qui continuaient à m'être envoyées malgré les risques encourus, je pus même voir un haut gradé du M23 haranguer la foule en Swahili, place de l'Indépendance, multipliant les promesses et autres assurances démagogiques. C'est ainsi que je l'entendis promettre que le taux de change du dollar serait désormais fixé à 1000 francs congolais pour $1, soit 3 ou 4 fois moins que le cours de la veille. Dans un pays à l'économie complètement dollarisée et où le franc congolais perd de sa valeur tous les jours, une telle promesse ne pouvait que susciter les acclamations des petites gens venus écouter l'homme en treillis qui s'adressait à eux, entouré de ses gardes du corps armés. De toutes les vidéos et photos reçues durant ces 3 journées, je parvins à comprendre la cynique stratégie du maître de Kigali. Ces troupes sont parvenues aux abords de Bukavu dès le vendredi 14, mais elles n'ont pas reçu l'ordre d'y pénétrer. Kagame a choisi délibérément de laisser fuir les autorités provinciales et les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo stationnés en ville et de les laisser surtout s'installer le désordre et le chaos. C'est ce qui se produisit durant toute la journée du samedi 15, nous l'avons vu. Une partie de la population s'en donna à cœur joie, pillant tout ce qui pouvait être pillé. Pire, des enfants et des adolescents s'emparèrent d'armes abandonnées par les soldats en fuite, ce qui fit que des tirs furent entendus toute la journée, donnant l'impression que des combats se déroulaient en ville, alors que cela n'était pas le cas. Puis, tôt le matin du dimanche 16, Kagame siffla la fin de la récréation en ordonnant à ses troupes de faire leur véritable entrée dans Bukavu. C'est ainsi que les supplétifs du M23
purent parader, en particulier sur la place de l'Indépendance, tandis que loin des caméras, des troupes régulières rwandaises franchissaient la frontière internationale et prenaient le contrôle de la ville depuis l'Est. La bataille de Bukavu n'a donc pas eu lieu, contrairement à ce qui s'était produit à Goma un peu plus de 2 semaines auparavant. Le bilan humain de la prise de Bukavu est donc moins élevé, moins lourd que celui de la prise de Goma. Cependant, de terribles informations ont commencé à filtrer et elles remontèrent jusqu'aux Nations Unies, au Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, qui allèrent jusqu'à publier un communiqué officiel pour s'émouvoir de ces exactions. Je cite ce communiqué. L'avance du M23 soutenu par le Rwanda au Sud Kivu a plongé la région dans une crise sécuritaire et humanitaire complexe en provoquant des déplacements de population. Notre bureau a confirmé des cas d'exécution sommaire d'enfants par le M23 après leur entrée dans la ville de Bukavu la semaine dernière. Nous sommes également au courant que des enfants étaient en possession d'armes. Nous en appelons au M23 et au Rwanda afin que les droits de l'homme et les lois humanitaires internationales soient respectés. Nous sommes aussi en train de documenter des cas de mauvais traitements, de violences sexuelles et de violences basées sur le genre liées au conflit, de recrutement forcé d'enfants, d'intimidation et de menaces de mort. En plus, nous avons reçu des informations concernant des arrestations et des détentions arbitraires, de traitements dégradants et de retours forcés dans les pays voisins de jeunes Congolais fuyant la violence. Fin de citation. En décryptant et en analysant ce froid langage bureaucratique et diplomatique onusien, il est aisé d'imaginer l'horreur de la situation au Kivu, une situation dont un seul homme est responsable, un homme qui devrait être traduit au plus tôt devant la Cour pénale internationale de La Haye. Je veux parler bien sûr de Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda depuis 31 ans. Les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 ne se sont hélas pas arrêtés à Bukavu. Ils ont poursuivi leur offensive en direction du sud. Mardi 18 février, ils se sont emparés de Kamanyola, une localité située à une 50aine de kilomètres au sud de Bukavu, où l'armée congolaise et les forces burundaises, qui leur prêtent main forte, s'étaient installées. Selon plusieurs sources locales, des affrontements à l'arme lourde et à l'arme légère, qui ont duré plus d'1 heure, ont éclaté en fin d'après-midi entre combattants du M23 et troupes burundaises. Après quoi, les soldats burundais ont été aperçus quittant Kamanyola, le centre de Kamanyola, en direction de la plaine de Ruzizi, qui est frontalière du Burundi. Où et quand cette offensive déclenchée sur ordre de Paul Kagame s'arrêtera-t-elle? D'autres villes et provinces congolaises vont-elles être prises dans les jours et les semaines à venir? Pour le moment, les observateurs qui suivent l'actualité de cette région depuis plusieurs décennies, dont je fais bien sûr partie, ont l'impression de revivre les événements de 1996, lorsque les armées rwandaises et ougandaises s'étaient lancées à la conquête de l'immense Zaïre en se dissimulant derrière le masque d'un pseudo-groupe rebelle zaïrois nommé pour la circonstance Alliance des forces démocratiques de libération, AFDL. Cette aventure militaire avait amené la chute du maréchal Mobutu et la prise de Kinshasa. Ce scénario devait d'ailleurs se répéter plusieurs fois par la suite, tout du moins pour ce qui est de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Kagame aurait bien tort de se priver d'une nouvelle aventure congolaise. D'abord, parce que jusqu'à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo, malgré les discours martiaux du président de la République, ces forces armées se sont débandées presque sans combattre, comme cela a été le cas avec les forces armées zaïroises en 1996-1997. Ensuite, parce que l'attention de la soi-disant
communauté internationale, comme il est convenu de l'appeler, est tournée vers l'Ukraine et surtout vers les négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine au sujet de ce pays, ou plutôt sur le dos de ce pays, devrais-je dire. J'ai été effaré d'apprendre qu'un mois après son investiture, le président états-unien n'avait toujours pas nommé les responsables de la politique africaine des États-Unis au département d'État. Il n'a d'ailleurs jamais évoqué l'Afrique dans ses tonitruantes et souvent contradictoires déclarations. Pire, à l'instigation de son bras droit d'origine sud-africaine, je le mentionne en passant, Elon Musk, il a entrepris de démanteler USAID, l'agence de coopération internationale des États-Unis. Tous les programmes d'assistance et de développement ont été interrompus avec effet immédiat, et cela dans le monde entier. Cela ne pouvait pas tomber plus mal pour les déplacés et les victimes de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Une grande partie des fonds et de la nourriture utilisés dans les programmes de secours venaient en effet de USAID. Et de nombreux employés d'organisations non gouvernementales locales dans l'est du Congo se sont brutalement retrouvés au chômage du fait de l'interruption des financements US. Trump, sans même en avoir conscience, a ajouté une crise supplémentaire à l'immense drame humanitaire qui est en train de se dérouler au Kivu. Nos grands médias sont également demeurés silencieux, en dehors bien sûr de RFI, Radio France Internationale ou France 24. Alors que je recevais toutes ces vidéos et photos depuis Bukavu, durant ces 3 journées qui scellèrent le sort de la ville, je regardais aussi les grandes chaînes d'information. Aucune n'a évoqué la situation au Kivu, encore une fois, à part France 24 et Radio France Internationale. La prise de Bukavu n'a même pas été mentionnée. Idem pour les chancelleries européennes et pour l'Union européenne. Seul le nouveau gouvernement belge a sauvé l'honneur de l'Europe par la voix de son ministre des Affaires étrangères le lendemain même de sa nomination. Monsieur Maxime Prévost s'est clairement prononcé sur la responsabilité du Rwanda dans les événements du Kivu en déclarant qu'il y avait un agresseur et un agressé, et en appelant de ses vœux l'imposition de sanctions contre le Rwanda par l'Union européenne. Il a aussi fait mention des réticences de la France à l'égard de l'imposition de telles sanctions. Soit dit en passant, le Rwanda a annoncé hier soir ou ce matin, je ne me souviens plus, qu'il mettait fin au programme de coopération avec la Belgique. Ça m'a fait sourire parce qu'en fait, le gouvernement de Kagame savait très bien que la Belgique s'apprêtait à interrompre ce programme de coopération. Et pour sauver la face, il a préféré prendre les devants et annoncer la décision d'interrompre ce programme, comme si le pays récipiendaire pouvait prendre une telle décision, ce qui est plutôt du ressort du pays donateur habituellement. Oui, moi aussi, je suis avec attention et inquiétude l'évolution de la situation en Ukraine, ainsi que les implications pour ce pays des discussions en cours entre Russes et États-Uniens. Oui, 1000 fois oui, il faut soutenir l'Ukraine en cette période ô combien délicate pour ce pays. S'il convient d'espérer un cessez-le-feu et un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, un tel accord ne doit pas se conclure au détriment de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays agressé depuis 3 longues années. Cependant, un conflit ne devrait pas en cacher un autre. Les millions de victimes congolaises ont le droit, elles aussi, d'être entendues, tout autant que les victimes ukrainiennes. Et le tyran responsable de la boucherie au Kivu doit être dénoncé et sanctionné, tout autant que le tyran responsable de l'agression contre l'Ukraine. Une fois de plus, au risque de vous lasser, chers amis auditeurs et auditrices, je me fais le porte-voix de ces sans-voix que sont toutes les victimes d'une guerre imposée de l'extérieur,
Une guerre qui, rappelons-le, dure depuis 29 longues années et qui a fait des millions et des millions de morts. Aujourd'hui, je pense au Père Gilbert, qui était dans notre diocèse de Corse il y a jusqu'en septembre dernier, je crois, et qui a décidé de rentrer dans son pays justement parce qu'il était inquiet de la situation, des menaces qui pesaient sur sa ville de Bukavu. Il m'a envoyé un dernier message le jour de la prise de Bukavu pour me dire, je le cite, « Les carottes sont cuites ». Je n'en dirai pas plus. Vous aurez compris ce qu'il voulait dire. Je pense aussi à tous mes amis de Goma, dont je n'ai aucune nouvelle depuis la prise de leur ville par l'armée rwandaise, et bien sûr à ceux de Bukavu, qui, après m'avoir tenu au courant, heure par heure, du malheur qui les frappait, durant ces 3 journées des 14, 15 et 16 février, sont eux aussi devenus silencieux. Et je vous dis à la semaine prochaine, je vous laisse en compagnie à nouveau du groupe Alliance de Bukavu. La charité qui est entre nous, la paix